Donc, moi, je partirai tout d'abord du fait que ces livres, je l'ai écrit parce que je savais que j'aurais quitté le CNAM et l'enseignement, évidemment, que j'ai réalisé non seulement depuis mon poste de maître de conférences, mais avant même ces postes. J'étais déjà vacataire, j'étais déjà à l'intérieur du laboratoire du CNAM qui était dirigé dans un premier temps par Christophe Dejour quand je suis arrivée au CNAM en 93 et puis par la suite dirigé par Yves Clos, suite aussi un peu une séparation dans la chaire des deux approches, notamment des deux approches cliniques, qui quand même avaient tous les deux euh, un intérêt extrême pour moi. Donc, je voudrais partir du fait que j'écris ces livres, d'une part, pour faire état effectivement du travail d'intervention qui naît des enseignements que nous faisions au CNAM, au Conservatoire des Arts et Métiers. Et, et d'autre part, pour laisser justement à vous, les élèves qui avez traversé et qui vous êtes parfois encore en train de traverser cette épreuve du CNAM, de vous laisser effectivement quelques traces des réflexions de ma part. C'est une sorte de désir, hein, vraiment de laisser quand même quelques marques sur une aventure qui personnellement pour moi était vraiment une individuation, une énième individuation. Moi, je pourrais dire ça et je pense pouvoir dire que beaucoup d'entre vous que j'ai connus, de mon point de vue, dans l'expérience que vous faites étant déjà des travailleurs, mais que vous faites de commencer à comprendre autrement ce que le travail est, ce que le travail fait, ce que vous pouvez faire du travail. Voilà, tous ces cheminements-là, ces 5 années minimum que vous passez à l'intérieur de ces cadres, je peux vous assurer, ce sont des opérations d'individuation. Vous vous rendrez compte en comprenant entre ce que vous faites actuellement et ce que vous pouvez penser, et ce que vous pouvez faire encore dans le travail, pour le travail, éventuellement pour les changer, vous verrez que, de mon point de vue, la notion d'opération d'individuation est pertinente. Mais bon, il faudra y arriver tout seul là-dedans. Et donc, d'un coup, je pars de cette institution, je pars du fait que, euh, pour moi, les enseignements et en psychodynamique du travail et en clinique de l'activité ont été centraux pour développer justement non seulement la pratique et la clinique que j'ai énormément aimé faire, mais aussi pour commencer à développer aussi cette forme des pensées qui est propre de n'importe quelle situation d'études académiques, qui oblige en quelque sorte à mesurer les parties cliniques, notamment en psychologie en général, hein, les parties cliniques à des concepts théoriques. Et c'est en ce sens-là qu'au fond, j'ai voulu condenser dans mon texte l'idée de reprendre des situations cliniques que j'ai vécues avec mes collègues. On a toujours travaillé presque jamais tout seul. On travaille toujours en petite équipe d'intervention, puisque notamment en clinique de l'activité, mais même en psychodynamique, on a besoin justement de pouvoir interpréter collectivement les situations qu'on traverse et de pouvoir les discuter collectivement. Donc, d'une part, ça m'intéressait effectivement de vous présenter au moins 3 de mes interventions
que j'ai réalisé en clinique de l'activité, tout simplement pour vous dire que dans mon parcours, j'ai connu d'abord la psychodynamique, puisque je suis arrivée quand justement Yves Clos venait juste à peine d'arriver au CNAM en 93. Et j'ai même fait une très très belle enquête en psychodynamique avec Pascal Molinier en 97, la même année d'ailleurs où j'avais commencé, de la même année, une intervention en clinique de l'activité avec Yves Clos. Donc, dans la même année, j'ai pu expérimenter les deux approches et je dirais qu'à la fin, j'ai choisi la clinique de l'activité. Moi, je dirais tout simplement parce qu'elle m'a donné l'impression, l'essence, et effectivement, je l'ai constaté avec le temps, de pouvoir tenter vraiment de transformer des situations de travail, puisque la méthodologie propre à la clinique de l'activité implique, par exemple, des temps longs et des méthodes d'analyse de l'activité personnelle et collective qui, de mon point de vue, permettent aux sujets qui sont concernés par la situation de travail, éventuellement en conflit, éventuellement en problématique, etc., de vraiment de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe à partir de l'analyse de sa propre activité, discuter quand même dans une dimension collective. Donc, moi, j'avais participé avec Pascal Molinier auparavant à cette enquête en psychodynamique du travail sur la question des cadres de santé à l'hôpital. J'ai vu à l'œuvre la capacité justement d'une psychodynamicienne aussi forte qu'elle était, Pascal Molinier, la capacité d'interagir et de pousser les gens à parler de leur dimension du travail. J'ai vu aussi la capacité interprétative de la psychodynamique du travail dans la tentative de comprendre les stratégies défensives. Mais de mon point de vue, le problème était que par la suite, l'interprétation de tout cela était presque, je dirais, la tâche des intervenants, plutôt que des professionnels qui étaient convoqués dans ces enquêtes en psychodynamique. Donc, il y avait des documents et des rapports qui étaient vraiment des choses très, très intéressantes et bien faites. Mais, dès mon point de vue, moi, ce que je voulais, c'était que l'interprétation devienne l'instrument des professionnels eux-mêmes et pas des intervenants. Et de mon point de vue, j'ai choisi à un moment donné la clinique de l'activité parce qu'en quelque sorte, en mettant à disposition nos méthodologies d'action, par exemple la méthode des instructions au sosie dont je parle dans les deuxièmes exemples d'intervention, ou les méthodes d'autoconfrontation simple et croisée qui sont par contre décrites dans l'intervention chez Renault et dans l'intervention à la Poste. Pour moi, c'était effectivement des instruments qui permettaient aux gens de commencer à comprendre autrement leur relation au travail, leur relation individuelle au travail et évidemment la capacité de pouvoir en discuter avec les collègues pour tenter de comprendre ce qui s'est passé chez eux, notamment lorsqu'il y avait des problèmes. Voilà, ça c'était juste pour dire que d'une part, ces livres avaient, je dirais, le but de reparler de ce qu'on fait et d'en reparler, mais en partant quand même justement de ces triptyques que vous avez énoncés, Alexis, c'est-à-dire prendre vraiment en compte les trois dimensions que, de mon point de vue, dans les situations de travail, l'intervention clinique peut faire, c'est-à-dire des transformations au niveau des collectifs, c'est-à-dire la capacité des gens de pouvoir finalement discuter entre eux, là où on est entre pairs dans des situations de travail, de comprendre entre eux
la dimension collective dans laquelle ils sont et les problèmes collectivement vécus que les gens vivent, mais aussi la dimension individuelle de chacun, parce que chacun, même dans les autoconfrontations croisées, passe d'abord une autoconfrontation simple où il se voit discuter uniquement avec les cliniciens de ce que la personne a fait. Et grâce, en quelque sorte, aux questions que les cliniciens peuvent donner, la personne commence effectivement à approfondir certaines choses qu'elle fait. Et quand il se voit faire, il se voit faire parce qu'il se voit dans des images qui sont filmées, même la personne reste étonnée de ce qu'elle-même fait. Et donc, il y a vraiment là des formes d'élaboration personnelle qui sont extrêmement importantes pour les discussions qui suivent par la suite. C'est-à-dire les autoconfrontations croisées lorsque on met un couple, ça veut dire un binôme, deux professionnels qui normalement doivent faire la même activité et qui se voient faire les choses autrement. Et donc, ils peuvent commencer à discuter autrement de leur travail. Voilà. Je ne sais pas si les présents connaissent un peu ces méthodes. Les personnes qui sont là dans Zoom connaissent déjà un peu ces méthodes ou s'il y a des gens qui ont à peine débarqué au CNAM. Mais bon, ce qui m'intéressait de dire, c'est que les méthodes que j'ai décrites dans les livres et que j'ai enseignées dans les modules qui suivent les premières années des cours théoriques sont vraiment des méthodes de transformation du travail et des transformations des individus et des collectifs de travail. Et dans les cas les meilleurs, c'est la phase la plus compliquée, celle-là, ça peut devenir aussi un vrai travail de transformation de la structure du travail. Je fais l'exemple, par exemple, chez Renault, j'aimerais bien tenter de condenser dans cette première dans ces premiers cas que j'ai décrits dans mon ouvrage, pourquoi là la notion d'individuation a pour moi une valeur importante. Alors, d'une part, hein, parce que bon, c'était une grande entreprise, Renault, qui avait demandé quand même une aide de notre côté pour au départ tenter d'éclaircir les conflits qu'il y avait entre les directions des syndicats. Donc, un grand dirigeant nous avait demandé de devenir un peu les arbitres de la situation et nous, on a refusé, on a dit on n'est pas du tout des arbitres. Non, on ne sait pas faire les arbitres. Par contre, on peut imaginer de voir si on peut tenter de trouver des formes de dialogue entre les différentes fonctions de travail pour que quelque chose soit compris et soit mieux organisé. Donc, comme toujours, on choisit alors une zone de travail, on se met d'accord avec les travailleurs qui l'habitent, on se met d'accord avec eux pour dire s'ils sont d'accord pour passer dans les méthodes qu'on propose. Et dans ces contextes-là, on a choisi donc la méthode des autoconfrontations. Et dans ces contextes-là, il y a eu une trentaine d'opérateurs qui se sont offerts pour effectivement, se faire filmer pendant qu'ils travaillaient pour discuter. Et pour la faire brève, parce que sinon je reste trop de temps, ce qui a émergé, c'était justement une opératrice, d'ailleurs les femmes ouvrières étaient minoritaires dans ces domaines, mais cette opératrice-là, qui en plus était une opératrice assez fatiguée de rester dans cette usine parce qu'elle n'arrivait pas à faire plus que ce qu'elle faisait, non pas en termes d'activité d'opératrice, mais elle aurait voulu, elle avait fait même un brevet, elle aurait voulu devenir quelqu'un d'un peu plus engagé là-dedans.
Et donc, elle avait décidé que de toute façon, personne ne voulait lui donner la place qu'elle avait. Et alors, elle suit tous les travaux faits collectivement avec ses collègues opérateurs. Et pendant quand même une des réunions qu'on organise avec la direction, elle dit tout simplement, mais vraiment avec une simplicité extrême, qu'au vu de la capacité de ses collègues opérateurs, de repérer chaque fois les problèmes qu'ils vivaient, mais de ne pouvoir jamais les dire parce que leurs paroles étaient considérées vraiment inutiles. Elle dit, à mon avis, l'utilité qu'on peut vous montrer grâce à nos vidéos et à ce qu'on a découvert dans différentes étapes de notre travail, elle disait, moi, ce que je peux dire, c'est que ça serait de l'intérêt de tout le monde de choisir quelqu'un dans chaque atelier qui soit un délégué, mais pas un délégué syndical, qui soit quelqu'un qui puisse résoudre avec tous ses collègues les problèmes qu'on vit, au lieu de les nier complètement, de les dénier par les chefs d'équipe, par l'encadrement, etc., etc. Et en fait, bon, pour la faire brève, cette opératrice arrive vraiment à créer une figure professionnelle qui n'existait pas auparavant et à l'introduire dans l'usine, non seulement dans les premiers ateliers où on a travaillé, mais dans tous les ateliers de l'usine, et à créer elle-même donc ces réseaux des référents dont elle est devenue à un moment donné la référente des référents. Donc là, en ce sens-là, moi j'ai vu l'individuation de cette femme qui était une femme déçue au départ et qui est prête à quitter l'entreprise parce qu'elle se voyait vraiment maltraitée. J'ai vu l'individuation du collectif ouvrier, les premiers, qui a commencé à faire cet exercice d'auto-analyse de ses propres manières de réaliser le travail. Et j'ai vu aussi, grâce à la capacité de la direction, du directeur de l'usine, de prendre acte de l'importance de cette proposition d'ouvrir une figure de référent à l'intérieur des ateliers, sa capacité de comprendre l'intérêt, l'utilité, la justesse de cette proposition et de commencer à secouer tous les autres cadres intermédiaires qui avaient très peur de perdre leur pouvoir. Donc, il y a eu vraiment un mouvement interne qui a touché des individus, des collectifs et des fonctions. Et ce que j'ai tenté de faire dans le bouquin, c'était d'un coup de tenter de comprendre comment ça marche, cette opération d'individuation qui est en quelque sorte quelque chose qui peut transformer et l'individu et la dimension collective. Évidemment, moi, j'ai utilisé ces concepts d'individuation en allant le puiser dans les travaux d'une part de Vygotsky, que beaucoup d'entre vous ont déjà connu, j'imagine, lors des cours, notamment des cours, quelques cours initial où, oui, c'est lui, par exemple, bon, moi j'en avais un peu parlé un PST02, mais d'une façon vraiment un peu compliquée pour pour les gens qui commençaient à peine l'examen. Mais puis il y avait les cours de Katia Kosulski, qui justement, dans cette dimension de pensée et langage, avait des choses très intéressantes à dire. Puis dans les cours aussi d'Yves Clos à l'époque, actuellement de Jean-Yves Bonnefond et de Cécile Briec, qui tentaient aussi de donner des éléments de l'intérêt que Vygotsky pouvait avoir dans la compréhension du développement, etc., etc. Bon, j'ai choisi cet auteur-là parce que d'une façon indirecte, il parle aussi d'individuation. Et j'ai choisi un deuxième support, un philosophe qui est effectivement assez difficile à travailler,
que effectivement, j'essaie d'être assez indigérable pour la majorité des élèves qui ont tenté de lire déjà mon bouquin, qui est aussi pas très bien connu par mes collègues, mais que moi, quand je l'ai lu et travaillé, je me suis illuminée. C'est-à-dire, vraiment, je me suis dit, c'est quelqu'un de très difficile, il faut vraiment s'y plonger, il faut avoir le temps de le faire. Et c'est quelqu'un qui a compris des choses et qui les a décrites d'une façon complexe, très, très complexe, et surtout parce que c'était quand même un philosophe, hein, mais c'était aussi un psychologue. Et m'a fait comprendre comment, surtout, cette chose assez importante, que la notion d'individuation, ce n'est pas un principe, ce n'est pas quelque chose de purement abstrait, c'est quelque chose vraiment qu'il définit, Simondon, comme une opération, quelque chose qui se réalise parce que quelque chose a commencé à mobiliser notre propre pensée d'une façon différente qu'avant. Notre pensée, notre capacité d'agir, euh, qui nous pousse à s'ouvrir à quelque chose qui n'était pas déjà là, mais qui peut être trouvé grâce au fait que justement, on n'est pas des êtres singuliers, on est des êtres, nous, chacun de nous, des êtres constamment en relation avec l'autre. On est des êtres de relation, dit Simondon. Et pour moi, cette définition de des êtres de la relation m'a fait comprendre vraiment cette nécessité constante de continuer à nous transformer pour tenter je dirais, de vivre une vie un peu meilleure par rapport à celle d'avant, à toutes les choses qui nous pèsent, qu'on n'a pas compris, qui peuvent être effectivement remaniées, évidemment, pas seulement d'un point de vue individuel, parce que c'est très difficile hein, de rester uniquement des individus qui s'inventent une autre vie, mais grâce justement à un travail collectif, à un travail des relations, un travail qui se met toujours en relation avec les autres pour tenter effectivement de modifier les choses. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu utiliser ces trois interventions que j'ai décrites dans mon ouvrage, mais pour vraiment faire émerger cette dimension de la notion d'individuation qui ne doit pas, évidemment, pour ceux qui n'ont pas du tout encore dit l'ouvrage, il ne doit pas être considéré comme justement une notion qui rend l'individu une sorte de monade qui parlerait effectivement d'une sorte d'individualisation, mais avec la connotation trompeuse que ces mots peuvent avoir. L'individuation et l'individualisation, même chez Vygotsky, est ce que, avec d'autres termes, un grand psychologue du développement et aussi psychothérapeute qui était Daniel Stern avait décrit, c'est-à-dire l'individuation pour lui, c'est le développement du sens de son activité propre. Mais le développement du sens de son activité propre, c'est-à-dire de l'activité de chacun d'entre nous, est, je le répète, quelque chose de fondamental parce que ça nous fait grandir au fur et à mesure de nos avancées, mais c'est toujours un sens qui ne peut se construire que dans la relation avec les mondes extérieurs, avec les autres humains. Donc, l'idée pour moi, ça a été vraiment de mélanger de la clinique, du travail,
mélanger des expériences en clinique du travail et d'en sortir quand même une thématique qui n'était pas très courante quand même tant dans la clinique de l'activité que dans la psychodynamique, puisque dans ces deux approches méthodologiques qu'on vous apprend en psychologie du travail au CNAM, on parle toujours de la dimension collective. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on parle des situations de travail où les gens sont évidemment obligés de faire leur activité avec les autres, d'être éventuellement commandés par des autres, mais potentiellement capables de savoir ne pas être commandés, mais arriver à une capacité de dialogue réel, qui est un peu le but de nos cliniques du travail. Le but, l'essence, c'est vraiment de ne pas subir des indications qui sont éventuellement mauvaises pour nous travailleurs, mais plutôt de les développer autrement. Et pour les développer autrement, il est nécessaire de savoir les dire pour pouvoir les changer. Voilà. Alors, moi, je pense, là, je pense que je suis restée j'étais peut-être un peu rapide, mais je préférais éventuellement ouvrir la possibilité d'une série de questions-réponses plutôt que de rester ancré dans l'histoire de ces interventions ou sinon dans l'explication des méthodologies cliniques du travail ou sinon dans des explications un peu plus approfondies de cette notion d'individuation et notamment tant Vygotsky que Simondon, que Daniel Stern et à sa manière aussi Winnicott décrivent, ou du moins que j'ai décrit dans les livres. Qu'est-ce que vous dites, Alexis? Très bien. Bah, du coup, je propose aux auditeurs de poser des questions dans le chat. Pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. Du coup, peut-être que si ça vous va, vous pouvez dire quelques mots des. Vous avez parlé un peu de ce qui s'est passé à Renault, mais peut-être dire quelques mots des deux autres terrains que vous évoquez dans le livre et des différences de destin d'intervention entre les trois terrains, justement, et qu'est-ce qui fait que vous évoquez notamment l'intervention à la Poste, où vous parlez d'échec d'institutionnalisation de l'intervention. Euh, Oui, c'est assez- c'est très intéressant. En effet, comme vous voyez, pour ceux qui ont effectivement lu les exemples cliniques, je suis partie de la dernière intervention que j'ai faite, donc celle des Flins, des Renault, a commencé à débuter dans la partie commande en 2012 et s'est terminé beaucoup plus tard. C'est terminé, c'est pas terminé, mais disons que nous, on l'a terminé vers 2015. On y est resté beaucoup de temps, mais on a voulu rester beaucoup de temps parce qu'effectivement, moi, j'aurais voulu rester jusqu'à 2023. Mais bon, mes collègues ont décidé qu'il ne fallait pas exagérer. Mais tout simplement poursuivre jusqu'au bout les évolutions et les involutions aussi des choses. Par contre, donc là, il y avait une temporalité qui a été longue, qui a été aussi permise parce qu'effectivement, les directions se sont assez bien emballées dans cette aventure. Tandis que dans les autres interventions, c'est la deuxième que je présente, qui est celle que j'ai réalisée à l'intérieur d'un syndicat, d'un service
d'un syndicat, d'un service qui s'occupait des retraites des syndiqués, et qui était donc un service géré par des directions différentes, un directeur général, des ex-syndicalistes qui avaient pris la responsabilité de certains secteurs, et puis d'un service des secrétaires qui travaillaient pour eux. Donc, c'était 7 secrétaires. Et la demande la demande en réalité qui avait été énoncée vis-à-vis de nous, les cliniciens de l'activité, était de dire il y a une situation terrifiante à l'intérieur de ces services. Il y a désormais des salariés qui sont constamment il y en a une qui s'est mise en maladie depuis 6 mois, il y en a d'autres qui font le travail désormais d'une façon très tendue. Et il y a par contre des nouvelles qui sont arrivées, des nouvelles secrétaires qui justement ne comprennent rien à la situation très conflictuelle qui existe entre dirigeants et dirigés. Et là aussi, donc, dans cette dimension-là, qui voit vraiment deux fronts, les directions et les collectifs des secrétaires, on décide d'utiliser la méthode des instructions au sosie. Chose qui vraiment a permis, d'une part, notamment par l'exemple que je donne de Madame C, qui était donc une secrétaire maquettiste du journal, qui utilise son instruction au sosie en repensant à ce qu'elle a dit. Comme vous savez, puisque la majorité d'entre vous, si vous avez déjà fait les modules après les cours principaux, la méthode des instructions au sosie consiste à décrire en soi-disant sosie sa propre activité de travail, d'enregistrer cette description que les sujets doivent donner à son sosie pour qu'il fasse la même chose que lui, et de pouvoir la réécouter dans l'après-coup, de façon telle à se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai dit de ce que je fais? Et comment je peux réfléchir à propos de ce que j'ai dit, de ce que je fais? Notamment si on fait bien, si on passe bien cette épreuve-là, c'est-à-dire de reprendre ce qu'on a dit à un autre pour qu'il fasse comme c'est moi qui fais, on retrouve à chaque fois des choses étonnantes. Et quand on pense à ces choses étonnantes, on peut penser vraiment, on peut vraiment élaborer ses propres manières de travailler. Ce n'est pas si facile que ça, notamment dans les conditions dans lesquelles vous faites vos sosies. Mais bon, dans cette intervention en particulier, ça a été un moment qui a particulièrement servi à résoudre les problèmes. Parce que l'élaboration de quelques-unes des secrétaires qui a vécu cette expérience a permis vraiment de comprendre où il y avait un nœud. Et les nœuds, la problématique, c'était vraiment une relation, comment on pourrait dire, une relation vraiment problématique avec des dirigeants précédents qui étaient partis par la suite à la retraite, qui avaient fondamentalement utilisé les secrétaires pour faire à leur place, non, pour qu'elles fassent les travaux que les dirigeants devaient faire, pour être par la suite abandonnés et laissés tout seuls, et qu'elles ne pouvaient même pas faire complètement leur propre travail. Bref, il y a en particulier une personne à l'intérieur de ces groupes de secrétaires qui se rend compte vraiment, qui vraiment élabore la situation telle qu'elle l'a vécue et arrive, grâce à cette compréhension, à résoudre les problèmes.
au sens que sa version est communiquée aux dirigeants et ces dirigeants se rendent compte qu'elle avait raison, comme tout le monde avait tort et tout le monde d'un coup a trouvé les voies pour trouver une raison collective qui a permis à tout le monde de retrouver une forme d'activité non plus conflictuelle, mais beaucoup plus aisée. Par contre, donc cette expérience dans les syndicats a été faite autour des 2000-2002, je pense. Je ne me rappelle plus la date, mais imaginez donc qu'il y a une dizaine d'années de séparation par rapport à celle des Renault. Et la première expérience dont je parle en troisième situation, par contre, c'est ma première expérience en clinique de l'activité. Ça a commencé en 98, fin 97-98, dans un bureau de poste où effectivement il y avait constamment des facteurs notamment qui tombaient malades, qui étaient déclarés inaptes au métier. Et en fait, en travaillant avec les facteurs, là aussi, puisque c'est pour ça que chaque fois, j'ai retrouvé chaque fois des figures quand même centrales. Là aussi, j'ai trouvé une figure centrale qui était une factrice, qui a vraiment fait un travail magnifique d'analyse de ces autoconfrontations simples et croisées avec d'autres collègues, et qui a vraiment compris, grâce au film qu'elle a vu d'un jeune collègue qui était arrivé à la poste seulement depuis quelques mois, qu'elle voit filmer et qui imaginait que normalement, un facteur normal, un facteur à la poste de l'époque, commençait son travail à 6 heures du matin, passait maximum jusqu'à 9 heures à faire du tri du courrier, et puis de 9 heures à 1 heure, aller faire la distribution du courrier dans les quartiers. Eh bien, ces facteurs qui étaient un stagiaire encore, c'est-à-dire un facteur qui n'avait pas un poste fixe, devait changer tout le temps de poste de facteur. Quand on l'a filmé dans la phase du tri, c'est-à-dire dans les bureaux des postes, de 6 heures du matin à midi. Et puis sortir à midi avec son courrier et de rentrer vers 5h30 du soir. Donc, quand les anciens ont pu voir l'histoire des jeunes postiers qui n'ayant plus aucune formation avec les anciens postiers, parce que désormais, c'était déjà la période où on diminuait les forces de travail, et donc il n'y avait pas la possibilité de suivre. C'est-à-dire les nouveaux postiers, les nouveaux facteurs devaient être mis immédiatement à la tâche, sans comprendre tous les mécanismes. Quand elle a vu ça, elle a su conduire tous les collègues dans une restructuration des modes de travail, et en quelque sorte, elle a vraiment gagné une amélioration dans le cabinet, et en même temps, par épuisement, par aussi, moi je dirais, une certaine dégoût peut-être de la situation qu'elle avait pu vivre. Elle a décidé de changer, non pas d'entreprise, parce qu'elle est restée à la poste, mais d'aller dans une dimension qui permettait de mieux combiner la vie professionnelle avec la vie privée. Voilà. Donc, j'ai conclu ça parce que par la suite, la poste a vraiment fait des transformations radicales, mais qui ne sont pas allées beaucoup dans un sens positif pour les postiers, pour les facteurs. Et en même temps, pour cette femme, au moins, elle a su transformer son bureau avec ses collègues, mais elle a voulu aussi transformer sa vie. Et donc, elle a choisi plutôt d'aller travailler la nuit pour pouvoir rester dans la journée avec ses filles, tout simplement. Voilà, ça c'est les trois
les trois exemples que j'ai tenté de décrire et qui peuvent servir vraiment pour comprendre un peu, d'une part, les méthodologies utilisées et d'autre part, ce qui se passe d'un point de vue de l'élaboration individuelle et collective dans ce type de situation. Et à partir de ce sens-là, c'est pour ça que j'ai voulu toucher d'un point de vue théorique la notion d'individuation. Merci. Je vais lire quelques questions. Il y a une question qui est un peu plus théorique qui porte sur le concept d'individuation, une question d'Arnaud, qui parle du concept d'individuation chez Carl Jung et qui demande si le sens est différent chez Simondon et Stern. Alors, effectivement, Simondon même fait appel, c'est-à-dire à un moment donné de son livre sur l'individuation, il, euh, il dit que les premiers à utiliser la notion d'individuation est Jung. Seulement que de son point de vue, il voit les concepts d'individuation de Jung comme quelque chose à laquelle les sujets qui se prêtent, notamment par exemple à une analyse, à une psychanalyse, pour tenter de comprendre les problématiques qu'il vit, arrivent à comprendre en quelque sorte la dimension et l'ensemble d'éléments qu'il possède depuis toujours. Et c'est comme si, moi je dirais, Simondon voyait dans la définition d'individuation de Jung quelque chose qui était une chose qu'on découvre comme étant en quelque sorte un peu déjà là, une sorte de soi-même dont finalement on arrive à définir les contours et les possibilités et que l'analyse permet de faire émerger. Tandis que la différence que Simondon introduit, c'est que justement son point de vue est d'envisager l'opération d'individuation comme quelque chose qui n'est jamais déjà là, qui est quelque chose qui ne peut naître que dans cette relation constante avec l'autre, les autres et les mondes, et qui, donc, en termes d'opération, ne peut pas être considéré comme un principe. C'est vraiment une sorte de dynamisme, de dynamique qui ouvre constamment à quelque chose de nouveau. Ce n'est donc jamais du déjà là. C'est quelque chose qui, bien évidemment, a comme départ la singularité de chacun. Il y a dans certaines parties que j'ai décrites de Simondon dans les livres, une tentative de le rendre un peu plus lisible en tentant d'extraire des propos de Simondon ce qui fait, ce qui permet ces opérations d'individuation, c'est aussi l'émergence de cette singularité que chacun d'entre nous a à l'intérieur et qui peut effectivement, dans la dimension collective, permettre de faire bouger des choses, évidemment, avec des mécanismes qui ne sont pas très faciles à dire comme ça rapidement euh, là, mais que si vous commencez ou à lire Simondon ou à de trouver un peu dans l'ouvrage, vous verrez un peu en quel sens il le porte. Moi, j'ai trouvé que donc la notion d'individuation de Simondon a véritablement intéressant, ce qui n'est pas la trouvaille d'un déjà existant, mais qui est vraiment la découverte de quelque chose qui peut exister et qui peut transformer nos vies. Merci. Il y a plusieurs questions qui sont arrivées. Il y a une question notamment sur la notion de sens de sens de son activité propre. Marie qui nous demande si c'est sens en tant que direction, en tant que signification. Qu'est-ce que, qu'est-ce que signifie le terme sens? Alors,
Là, c'est vraiment pour qui après veut approfondir hein, la chose, je conseille de lire les livres de Daniel Stern, Les mondes interpersonnels du nourrisson, qui est magnifique. Quand je suis que Stern était mort en 2011, je l'avais connu il y a des années avant. Euh, Ça m'a chagriné énormément parce que c'était un psychologue du développement et un psychothérapeute magnifique. Et ce que Stern euh, disait de ces développements du sens de l'activité propre, c'est parce qu'effectivement, lui, il a travaillé énormément avec les bébés préverbaux, c'est-à-dire avant qu'ils apprennent le langage, et a pu étudier avec d'autres psychologues du développement, avec effectivement des méthodologies d'analyse extrêmement intéressantes, mais qu'il faut lire dans ces bouquins parce que ça serait trop long de les décrire, a pu vraiment définir que chaque bébé, à partir déjà du deuxième mois, c'est-à-dire depuis la naissance, mais disons qu'il commence déjà à éprouver, à ressentir des sensations, des perceptions qu'il sait déjà euh, distinguer comme étant à soi-même. Il fait, là pour le démontrer, ils font, lui et d'autres collègues à Stern, utiliser effectivement des expérimentations très intéressantes sur les sensations qu'il faisait percevoir aux enfants, sur le fait que, par exemple, un enfant savait reconnaître s'il avait dans sa bouche son propre doigt ou les doigts d'un autre. Il avait des gestes et des choses qui permettaient de comprendre comment, en quelque sorte, les bébés préverbales arrivent vraiment à petit à distinguer ce qui appartient à soi et ce qui appartient à l'autre. Jusqu'à arriver, par la suite, après, à des accordages qu'il réalise avec notamment les mères, les pères, bon, bref, les personnes qui sont là. Et voilà, et petit à petit, commencer à rentrer dans un monde de partage qui est permis par les langages. Mais ce qu'Esterne dit aussi, c'est aussi cette magnifique description qu'il fait de la synesthésie, même s'il ne l'appelle pas comme ça, c'est-à-dire cette capacité des bébés préverbaux euh, de ressentir et de percevoir des éléments que quand nous, on apprend le langage, en quelque sorte, on perd. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? Que un bébé préverbal, avant de connaître les mots, qui évidemment, il va les connaître grâce à l'interaction avec les parents et donc avec l'autre, euh, il peut ressentir des choses que nous, on n'est pas capable de dire. J'écris dans des livres, par exemple, il fait l'exemple d'un petit qui dort dans son berceau, qui peut-être commence déjà à avoir entendu parler un peu les adultes, qui voit un rayon, c'est-à-dire qu'il est là, et sa mère indique un rayon de soleil avec ses grains jaunes, et il dit, oh, regarde les beaux rayons de soleil jaunes. Et l'enfant, en regardant ces soleils jaunes, ces petits poussières jaunes dans les rayons du soleil, en réalité, il comprend qu'effectivement, les mots regarder, ça veut dire c'est regarder, que cette poussière est jaune, les mots jaunes peut-être commencent à résonner, et en réalité, quand il n'est parlé, avant de commencer à pouvoir parler, lui, il pouvait goûter ces rayons de soleil. Il pouvait entendre la poussière qui circulait. Il pouvait voir toutes les vibrations des couleurs que ces rayons avaient au lieu de voir seulement les jaunes que la mer indique. Et donc, il dit qu'il y a une puissance sensorielle et perceptive chez les nourrissons
préverbal, qui, la plupart des fois, doit par force des choses se redéfinir avec les langages, mais qui, pour certains, reste comme une puissance qu'il peut utiliser. Et dans la suite, lorsqu'il apprend aussi les langages. Et moi, j'ai fait l'exemple, par exemple, des poètes, j'ai fait l'exemple des inventeurs, des gens qui, à partir de certaines perceptions et compréhension de certains fonctionnements, arrivent à utiliser des voix indirectes pour donner une signification nouvelle à quelque chose que d'autres ne voient pas. Et je pense que Stern, lorsqu'il parle des sens du développement de son activité propre, il indique justement cette capacité de reprendre aussi des dimensions sensorielles et perceptives que les langages a plus ou moins trop codifiées, mais qui pourraient être réinvestis autrement. Donc, il dit, c'est une composante des bébés, c'est une composante de chacun d'entre nous. Il faudrait savoir la libérer un tout petit peu, mais pour qu'elle soit comprise, il faut aussi se mettre d'accord avec les uns et les autres pour pouvoir l'expliquer. Je ne sais pas si la chose est comprise, mais je dirais que je dirais tout simplement aller lire aussi Daniel Stern parce que c'était un psychologue magnifique. On a une question qui concerne la notion de système surtendu comme condition d'individuation. Donc, on ne l'a pas encore évoqué, mais est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion-là? Oui, c'est les parties un peu difficiles de, de Simondon et je dirais que là aussi pour l'expliquer, lui, là, il prend vraiment des gros morceaux d'explication. Il fait aussi parfois l'exemple même d'objets techniques sur lesquels, ou des machines qui permettent de voir un peu comment il définit ces opérations d'individuation. Je dirais que c'est un peu compliqué de l'expliquer parce que en quelque sorte, alors, lui, il dit, attendez que je cherche quelque chose euh, sur les surtendus. Alors, faites voir. Alors, pour Simondon, l'individuation est une transformation soutenue par un jeu des singularités. Les singularités sont ceux qui émergent, il se pose la question, qu'est-ce que... Euh, euh, alors, il y a des phrases qui disent l'individu est différent de tous les autres ou qu'est-ce qu'il dit? Attendez. L'individu est ce qu'il est. Il y a un deuxième terme, l'individu est différent de tous les autres. Il dit ces deux termes, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Et en analysant ces deux termes, c'est-à-dire l'individu est ce qu'il est ou est ce qu'il est différent de tous les autres, comment on arrive à trouver une signification pertinente à partir de ces deux définitions. Et il dit que pour les comprendre, il faut saisir ce qui est les centres entre ces deux dimensions. Et il dit que les centres, au fond, ce qui caractérise fondamentalement un individu, c'est sa singularité. Parce qu'il dit, est-ce que serait la singularité d'un individu, c'est-à-dire ce qui les différencie des autres, pour être ce qu'il est, qui jouerait un rôle dans toute individuation psychique et collective. Et donc, puisqu'il dit que cette singularité
implique effectivement des systèmes surtendus, c'est-à-dire elle peut devenir une opération d'individuation lorsque on est en contact avec, effectivement, imaginez des situations conflictuelles, des situations tendues, des situations où on n'arrive pas à trouver des accords. Là, je simplifie un peu, mais disons, les surtendus, ça veut dire quelque chose qui est déstabilisant. Et cette déstabilisation ou cette surtension fait que des éléments singuliers peuvent commencer à, je dirais, à se donner en termes d'information. Et information, pour Simondon, ça n'est pas vous dire l'information telle qu'on l'utilise nous globalement. Informer, ça veut dire pour lui mettre en forme autrement quelque chose, indiquer la voie vers une autre forme. Et donc, il dit surtension, des éléments de singularité, mais qui, en quelque sorte, informent, je dirais, les surtendus, les parties en tension, qu'il y a la possibilité de mettre en forme autrement une situation. Et, et en quelque sorte, il construit, là j'ai résumé d'une façon qui est presque ridicule, hein, mais vous devez vraiment imaginer la surtension comme quelque chose qui ne peut devenir, arriver à une opération effectivement d'individuation, donc de sortie de la surtension, grâce à des singularités qui permettent de comprendre autrement la problématique. J'aimerais beaucoup pouvoir en parler, par exemple, au niveau des guerres actuelles, mais je ne vais pas parce que ça pourrait devenir catastrophique. Mais imaginez quand on trouvera la manière de terminer, par exemple, ce qui est en train d'exploser en ces moments terrifiants. Voilà, la surtension est cela, et la capacité de la dépasser devient une forme d'individuation. Mais pour arriver à cette forme d'individuation, il faut effectivement mettre en forme quelque chose de nouveau, lequel se met en forme grâce à la singularité de quelqu'un qui arrive à se mettre en relation avec les autres. Il y a deux questions qui portent sur des liens entre des notions que vous utilisez et des notions de clinique de l'activité qu'on connaît. Une question sur les rapports entre la notion d'individuation et celle de réel, de non réalisé dans l'activité. Et une question sur le rapport entre singularité et style au sens de la clinique de l'activité. Je vous pose les deux d'un coup. Ce sont des jolies questions. Alors, la première, Reddit moins. La première. La première, c'est sur le rapport avec le réel non réalisé dans l'activité et la notion d'individuation. C'est intéressant cette question du réel, qui effectivement, de notre point de vue, n'est pas la réalité en tant que telle visible, mais c'est justement ce qui dépasse, qui existe, mais qui est d'une richesse plus forte que la réalité que chacun de nous voit. Et que donc, effectivement, on pourrait dire qu'une opération d'individuation est la capacité de prendre quelque chose dans ces réels-là, qui n'était pas vu auparavant, mais qui, grâce à notamment, si on reste un peu ancré toujours dans les domaines de la clinique du travail, qui sert justement à, à choisir, à décider de, de comment dire, de conquérir des dimensions du réel qu'auparavant on ne voyait pas, de les conquérir collectivement de façon telle que ces réels rentrent dans la réalité qu'on avait à disposition, et cette réalité d'un coup s'élargit. Et d'un coup, on pourrait dire que
cette conquête d'une partie du réel, parce que le réel, de toute façon, reste indéfini pour chacun d'entre nous. Mais cette partie du réel qui a été conquise, peut-être on pourrait dire qu'elle fait partie d'une opération d'individuation. Ça, je le pense suite à cette question, mais je ne m'étais pas posé la question du rapport réel réalisé. Et la deuxième... L'autre question, c'était sur la notion de singularité et le lien avec la notion de style en clinique de l'activité. Effectivement, oui, c'est très bien, parce que alors la question du style, c'est une notion, un concept, style et genre, que Yves Clos avait créé pour tenter de commencer à définir effectivement les relations personnelles et interpersonnelles, des manières de prendre le travail, de le faire. Et je dirais que la singularité, en même temps, d'un point de vue simondonien, ce n'est pas tellement quelque chose qui est en quelque sorte une sorte de conquête qui est donc là, qui est visible effectivement dans les styles du travail que chacun a, etc. Mais la singularité est, moi je dirais, cette petite déviation par rapport à la norme qui permet au fond de faire émerger quelque chose comme le fait les bébés préverbal qui sait faire, il pouvait parler de ce qu'il véritablement ressent et, et, et perçoit, pourrait ajouter des choses à la vision que nous, les humains qui regardons les rayons jaunes, voient. Bon, bref, la singularité est une manière d'utiliser soi-même dans la relation avec l'autre en y apportant quelque chose que l'autre, effectivement, n'avait pas perçu, mais que la personne, peut-être, n'utilise pas d'une façon consciente comme étant sa singularité. Il est singulier comme il est. Et donc, en quelque sorte, il apporte quelque chose de nouveau qui, parfois, comme la question de prendre un peu de réel et de les réaliser, apporte quelque chose de nouveau dans une situation. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais ce sont quand même des questions très intéressantes qu'il faudrait pouvoir retravailler d'une façon un peu plus conceptuelle. Pour l'instant, j'ai réagi presque aux similitudes qu'il y a entre les deux couples de mots. Il y a une question qui porte sur le lien entre activité transférentielle et individuation. Personne qui parle du fait que vous avez beaucoup travaillé sur les affects et la notion d'activité transférentielle. Est-ce qu'il y a un lien entre activité transférentielle et individuation, selon vous? Moi, je dirais que l'activité transférentielle, moi, celle qui a parlé le mieux de tout ça, c'est Émilie Perrault. Pour ceux qui peuvent lire sa thèse, c'est elle qui a été vraiment très, très bonne en ça. Moi, j'ai beaucoup aimé le type de tentative, justement, d'utiliser la notion des transferts en la transformant en activité transférentielle dans les situations de travail. Mais l'activité transférentielle est plutôt justement ce que les gens, euh, notamment dans les situations d'intervention, donc dans des situations où il y a un mouvement, un acte, une tentative d'élaborer quelque chose. Ce que les gens voient, par exemple, chez les cliniciens qui interviennent, ça les étonne. Ça les étonne qu'ils posent des questions de ce type-là, ça les étonne qu'ils soient intéressés à cette affaire-là.
Et en quelque sorte, ces étonnements-là fonctionnent comme des éléments qui chamboulent un peu les points de vue que l'un ou l'autre euh, travailleur hein, est en train de vivre. Donc, c'est dans les questions, par exemple, que les cliniciens posent, c'est dans les méthodes qu'ils utilisent. Les personnes voient apparaître des choses qu'ils n'avaient pas pensées. Et donc, ils transfèrent en eux ces choses qu'ils n'avaient pas pensées, ces manières aussi de faire, c'est-à-dire de poser des questions euh, qui personne n'avait jamais posées, de voir réagir des gens finalement grâce au fait qu'on a posé la bonne question. Les transferts en ce sens-là, c'est-à-dire cette activité transférentielle, donc ce n'est pas seulement une question entre, par exemple, le thérapeute et son patient, ou en quelque sorte, les deux se sentent pris dans une dimension quand même qui est de plus en plus importante. Les patients, par exemple, commencent à comprendre autrement ses propres problématiques grâce à la manière même qu'a les thérapeutes de formuler ou de poser les questions. Et de même, chez les personnes avec qui nous travaillons en clinique de l'activité, la manière de poser les questions, la manière d'envisager les travaux d'analyse, etc., permet aux gens de faire d'utiliser au fond la même capacité de s'interroger. Il y a une question qui est en quoi, d'après vous, le collectif viendrait soutenir l'individuation? Tout seul, en effet, c'est bon. Cela dit, sinon, que pour fuir ailleurs et aller chercher une autre collectivité. Ou sinon, bon, il y a des ermites solitaires, mais qui ont un monde en eux qui est énormément habité. Donc, les collectifs, et notamment, si on reste quand même, hein, moi j'écris cet ouvrage parce que mon individuation finale était celle de la clinique du travail. C'était le domaine qui m'a occupé pendant les dernières 20 années, même plus. Et donc, je dirais presque 25 années. Et donc, la dimension collective est celle où on apprend vraiment à augmenter nos pensées. Et donc, le collectif est fondamental, seulement que ce collectif est fait d'individus. Et donc, la question est plutôt de voir, par exemple, à quel moment il y a des ruptures, des conflits dans ces dimensions collectives. La plupart des fois, ce sont des conflits douloureux. Et parfois, quand même, ces conflits douloureux, si on est capable euh, de les retravailler, non pas avec la force brute, mais avec une capacité dialogique, même si c'est hyper difficile, hein, peuvent devenir justement des transformations et donc des formes d'individuation psychique et collective. Dimension que, par exemple, Simondon a toujours dit, hein, l'individuation est toujours une dimension psychique et collective. Donc, les collectifs est pour chacun d'entre nous à entendre non pas comme un collectif seulement, par exemple, des gens professionnels. Ça, pour nous, oui, c'est la chose la plus simple, mais c'est la dimension des vies où on n'est pas seul, jamais. Qu'il soit la famille, avec tous les conflits qu'on a avec, qu'il soit les collègues, qu'il soit les collectifs des étudiants avec les collectifs des enseignants,
qu'ils soient des collectifs d'opérateurs avec leur encadrement et les batailles qu'il peut y avoir, et que ces batailles-là, lorsqu'elles finissent bien, servent à modifier une structure, et ainsi de suite. Donc, le collectif est central avec la dimension d'individuation. Il nous reste 5 minutes. Je vois plus de questions dans le chat. Moi, j'ai peut-être une question si on a encore le temps. Sur il y a un élément sur lequel vous revenez à la fin de l'ouvrage qui est que vous dites que c'est venu compléter le cadre méthodologique initial de la clinique de l'activité. C'est cette notion d'institutionnalisation des échanges dialogiques pour que les transformations puissent perdurer dans la durée. Vous prenez l'exemple notamment du référent opérateur. Est-ce que vous avez d'autres exemples et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur avec votre expérience, ce qui permet justement l'institutionnalisation et puis Moi, je pense, alors, malheureusement, puisque je, je ne peux pas être... Je fais un exemple. Chez Renault, c'était la première fois qu'on a opéré, selon moi, une vraie ouverture à une figure institutionnalisée qui aurait dû, de mon point de vue, petit à petit, avec toute la lenteur naturelle liée à la vie humaine, qui aurait pu petit à petit transformer les modes de fonctionnement d'une entreprise industrielle. Dans le sens, par exemple, de créer une telle capacité que j'ai vue à l'œuvre de la part de ceux qui sont dans les derniers niveaux de travail, les opérateurs à la chaîne. La plupart, d'ailleurs, dans ces cadres-là, issus d'Afrique, de tous les pays du monde, la plupart intérimaires, beaucoup parlant assez mal. On devait mettre dans les autoconfrontations les sous-titres pour pouvoir les faire comprendre à tout le monde. Eh bien, ces gens-là, lorsqu'ils parlaient du travail, arrivaient à dire des choses d'une intelligence tellement évidente sur comment certains défauts, il aurait fallu les remédier et personne ne les entendait, comment il aurait fallu faire une autre méthode que celle-là, etc., etc. Et de mon point de vue, j'ai vu là, donc, à l'œuvre, dans seulement ces premières expressions, l'intelligence qui se développe lorsque les gens ont la possibilité de parler comme il faut de ce qu'ils font, sans être immédiatement censurés parce que, voilà. Et l'institutionnalisation, pour moi, c'était de maintenir jusqu'au bout cette fonction, par exemple, de cette figure du référent, lequel ne représente pas une figure héroïque. Ça représente les collectifs en tant que tel, parce que chaque semaine, c'est lui qui récolte, qui recueille ce que les gens vivent dans chaque atelier. Et c'est lui qui décrit ce qui existe, ce qu'ils ont dit et comment on peut les transformer avec ceux qui ont les ressources techniques pour le faire. Et de mon point de vue, cette institutionnalisation-là aurait vraiment permis de transformer ce que j'avais appelé aussi je dirais, les contrats de subordination qui pourraient devenir complètement inutiles en tant que contrat de subordination d'un moment où les gens ne doivent plus uniquement se plier à ce qu'un chef oblige, mais doivent apprendre à discuter, et les uns et les autres,
évidemment dans des domaines, dans des cercles bien définis, dans des moments aussi définis, et permettre de développer pour chacun cette intelligence qui nous est si précieuse pour pouvoir continuer au mieux nos vies. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà. Ben, merci beaucoup. En tout cas, on arrive au terme de ce psychoté. Merci infiniment pour votre participation. Merci à toutes et à tous qui avaient été nombreux et nombreux ce soir. Merci au nom de l'association. Merci à Georges qui a participé avec moi à la préparation de ce psychoté. Et voilà, merci encore, Madame Scheller. Ben, merci à vous tous et je vous souhaite vraiment de terminer comme il faut votre expérience au CNAM et Merci. de maintenir vivante cette psychologie du travail qui est la seule en France à faire de la clinique comme il faut. Moi, j'aimerais beaucoup transporter tout ça en Italie. Je verrai. J'y arrive de faire. Donc, bon courage à tous et à toutes et merci de cet échange qui a été, désolé pour les démarrages, mais ce sont les outils techniques. Pas de problème. On a réussi. Merci bien. Merci bien, Madame Scheller. Merci Merci à vous beaucoup. toutes et tous. Et Merci. bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.